Ce n'est pas de la provocation, c'est de la gentillesse, pas de la provocation. Je pense que le Groenland sera peut-être quelque chose qui fera partie de notre avenir. C'est un lieu important, très important du point de vue de la sécurité internationale. Si vous regardez les bateaux qui tournent autour du Groenland, vous verrez des bateaux russes, chinois, beaucoup de gens et beaucoup de lieux importants. Ça ne peut pas continuer et ça ne va pas continuer ainsi. Nous recevons beaucoup de messages de nombreux Groenlandais, énormément de requêtes, y compris d'officiels là-bas. Voilà, à l'en croire, il y a plein de Groenlandais qui lui écrivent pour dire s'il vous plaît, prenez-nous, etc. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, regardez ces images. Ça, ce sont les préparatifs de la venue au Groenland, je crois que c'est à Nuuk, je ne sais pas comment on prononce au Groenland, de la propre femme J.D. Vance, de J.D. Vance, Usha Vance, on va l'entendre dans un instant, et aussi le conseiller à la sécurité nationale. On comprend qu'ils ont un projet organisé. Non, mais c'est ça en fait tout le problème avec la méthode Trump, c'est parce que l'objectif en lui-même s'entend. Et d'ailleurs, je pense que la première déclaration sur Groenland qui arrive quelques semaines seulement après l'élection a mis tout le monde en effroi et en fait a ravi assez beaucoup de commentateurs. Mais le problème, c'est que la méthode Trump froisse au bout d'un moment et que clairement ça bloque avec le Danemark, alors que il y aurait pu avoir une négociation un peu sérieuse, peut-être un échange assez mercantile qui aurait été assez insupportable aux yeux des Européens, mais qui aurait pu bénéficier des États-Unis, qui aurait pu marcher. Mais là, à taper constamment sur le Danemark, à fédérer l'Europe contre lui, à cracher sur le Canada, il énerve tout le monde. Et ce qui, au départ, était un objectif qui s'entendait, aujourd'hui semble une piste où les Danois et les Européens vont se buter et peut-être même mourir. Non, mais à force de parler de Groenland, on commence à s'habituer un petit peu. Vous savez, c'est comme la fameuse grenouille dans l'eau bouillante. Finalement, aujourd'hui, le fait que Trump parle d'annexer le Groenland, ça n'a pas l'air de choquer autant que ça faisait il y a quelques mois. Une chose que je remarque de très intéressant, c'est la présence de Usha Vance dans cette délégation. Elle va pour inspecter des chiens de traîneau, mais bon, évidemment que personne ne croit. C'est qu'on voit dans cette présidente Trump, d'abord un rôle énorme pour J.D. Vance. Je ne me rappelle pas d'un vice-président qui soit aussi présent, aussi tôt dans le mandat et de façon sur tous les dossiers, y compris les dossiers internationaux. Et maintenant, l'épouse du vice-président, là encore, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux les États-Unis que moi, peut-être même vous, Louis Sarkozy, je n'ai pas le souvenir d'une femme, d'une épouse ou d'un époux de vice-président qui soit aussi... Déjà, le vice-président, d'habitude, il est assez silencieux. Et donc là, la femme du vice-président... Là, on voit la préparation à la succession qui commence à se mettre en place. Vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, le poste de vice-président, la blague à Washington, c'est que c'est le pire job des États-Unis parce qu'on multiplie les honneurs, mais en vérité, la portée est quasiment inutile. Cette fonction est d'ailleurs, l'inutilité de cette fonction est d'ailleurs tellement emblématique. Dans le cas d'Harry Truman, par exemple, qui n'était même pas au courant à la mort de Roosevelt que la bombe atomique était en train de se faire développer. Et il y a un moment où le conseiller de la sécurité nationale doit prendre le nouveau président dans un bureau en lui disant d'ailleurs, on a quelque chose à vous dire, on développe cette arme nucléaire. Enfin, le poste de vice-président était historiquement assez inexistant. Et là, clairement, le choix de J.D. Vance et son implication dans les affaires, ça veut dire une seule chose, c'est que lui, c'est le dauphin. C'est la continuité, c'est le Trumpisme après Trump, c'est le royalisme du roi. Et la femme du vice-président a un rôle important. Elle part en quelque sorte à la conquête du Groenland. Écoutez la petite séquence qui va suivre, parce que vraiment c'est très impressionnant de l'entendre elle-même, très maîtresse d'elle-même. Il faut rappeler qui elle est. C'est une jeune femme qui vient de l'immigration. Ses parents étaient des immigrés hindous, indiens, de langue telugu, originaire de l'État de l'Andhra Pradesh. Les pro-Trump diront, regardez, ça c'est la nouvelle Amérique, jeune, dynamique, conquérante, sûre d'elle-même. Évidemment, si on est danois, on n'a pas tout à fait le même regard. Mais écoutez ce qu'elle dit. Bonjour, je suis très heureuse de vous annoncer que je me rendrai à Kallalit Nunaat au Groenland le week-end prochain. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'assister à votre course nationale de chiens de traîneau que notre pays est fier de soutenir en tant que sponsor. J'ai lu tous les articles à ce sujet avec mes enfants et je suis stupéfaite par l'incroyable habileté et le travail d'équipe qu'il faut pour participer à cette course. Je viens également célébrer la longue histoire de respect mutuel et de coopération entre nos nations et exprimer l'espoir que nos relations ne feront que se renforcer dans les années à venir. Je me réjouis de rencontrer bientôt beaucoup d'entre vous et de découvrir votre beau pays, votre culture et vos traditions. À bientôt. Je ne sais pas à quoi comparer ça quand on envoyait un proconsul qui allait prendre un territoire dans l'Empire.
Mais c'est une campagne électorale. De toute façon, la campagne électorale est quasiment lancée, c'est ce que vous disiez à l'instant. Très concrètement, la machine est lancée, donc J.D. Vance se prépare à succéder potentiellement. On verra en fonction des résultats des midterms. À partir de là, on verra s'il fait un deuxième mandat ou pas, s'il change la Constitution ou pas. Donc il est en campagne électorale. Par contre, ce qui est très intéressant, en tout cas ce qu'on peut observer, c'est cette mécanique générale sur l'environnement des États-Unis. Parce que le Canada est dans la même situation. Et j'étais avec un Canadien cet après-midi, on a passé 2 heures ensemble avec un général canadien. Ils sont tétanisés par ce qui arrive. Et on voit qu'il y a un effet de souffle dans ce qu'il a fait, ce qui fait qu'en fait plus personne ne bouge. Et il m'expliquait que dans l'armée américaine c'était la même chose. C'est qu'en fait les officiers américains n'osent même plus faire des emails en se moquant avec un nom une plaisanterie pour être sur une femme, des trucs complètement incroyables. Donc en fait il y a une espèce de blocage généralisé. Et c'est vrai que l'effet de souffle que Trump a fait provoque quelque chose de très particulier. Votre regard là-dessus, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous enthousiasme? Cette équipe, ils sont tous plus, certains diront cinglés, ceux qui les admirent diront au contraire enthousiastes. Carlson, Witkoff, Exet, Vance, la femme de Vance, on a l'impression qu'ils partent à la conquête du monde comme s'il y avait zéro limite. Alors je vais vous dire, parce que moi j'ai eu la chance... Il n'y a aucun tabou, ils n'ont aucun tabou, ni géopolitique, ni en droit, ni rien. Ouais, moi j'avais la chance d'être sur votre plateau le soir de l'élection et je dois vous dire que j'étais, suite à l'échéance, assez surpris, mais aussi plaisamment surpris. J'étais assez pro-Trump. Allez, plutôt pro-Trump. Au moment de l'élection, oui. Ouais. Mais pour vous montrer à quel point les choses ont changé, notamment pour moi, mais en règle générale, au moment de l'élection de Donald Trump, l'avantage de M. Poilievre au Canada, l'ancien chef de la droite canadienne, était d'environ 30 points dans les sondages. Le gouvernement de Trudeau n'allait plus tenir, c'était la catastrophe, c'était le triomphe de la droite. À cause des faux pas de M. Trump en tapant constamment sur le Canada en disant que ça allait devenir le 51e État, l'avantage dans les sondages du parti de droite canadien est passé de 30 points à 2 points. Et là, on voit notamment l'erreur de l'analyse du président Macron quand il parle d'un international réactionnaire. Donald Trump a flingué la droite canadienne à lui seul en 3 mois. Donc même ceux qui sont de droite comme moi et qui pensaient que ça allait faire du bien aux institutions, que ça allait réveiller tout le monde, que pour une fois on allait vraiment avoir du changement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous êtes français, vous n'êtes pas électeur américain. D'un point de vue d'un électeur américain, en regardant cette jeune femme très dynamique, c'est la méritocratie, on ne peut pas dire le contraire de ça, objectivement, 100%. Voilà, 100%. Mais, 100%. Alors Vance représente la méritocratie américaine. Ceux qui n'ont pas vu ou lu Hillbilly Elegy, qui est l'autobiographie de Vance, qui paraît-il contient quand même pas mal d'erreurs factuelles, c'est vraiment le rêve américain de l'homme qui part de nulle part pour devenir vice-président des États-Unis, mais même chose pour Usha Vance. Et je crois que de mettre Donald Trump, Witkoff, Vance, etc. dans le même panier, c'est une erreur. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants dans cette équipe, et J.D. Vance, qui me fait, lui, très peur, par sa brillance et son machiavélisme et ses idées qui sont à l'opposé de celles d'une Europe libérale. Mais ce qui me fait encore plus peur, ce sont l'équipe Trump, Hexeth et compagnie qui ont l'air d'être totalement incompétents et perdus, mais avec aucun sentiment géopolitique. Samantha, expliquez-moi, est-ce qu'ils ont un but rationnel ou est-ce qu'ils sont complètement sortis des cadres? Imaginez un instant si Madame Bayrou, par exemple, ou Madame, je sais pas, la femme du président du Sénat partait pour Québec en disant on va vouloir annexer Québec, je pars pour le Québec, allez-y, je vais aller discuter. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Mais on est en train de rigoler, mais là on ne rigole pas, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus puissant du monde qui peut faire ce qu'il veut, et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait très peur. Donc on les prend au sérieux, en réalité. Il faut les prendre au sérieux. Bien sûr. Je pense que ça ne va pas s'arrêter pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu un effet de souffle, tout le monde est ébahi par ce qui se passe, et comme ils vont très très vite, tous les jours il y a une nouveauté. Donc le problème c'est qu'on rattrape la discussion de la veille, donc c'est très compliqué à gérer. Et sur l'ensemble de la planète, on voit bien que dans les négociations sur la Russie, sur l'Ukraine, on y est. Le Canada, le Panama, et puis il a tout traité en 20 secondes. Rappelons-nous l'évacuation des Péruviens. Mais il a géré ça en 2 heures. Donc le problème, il y a un véritable effet. Maintenant, le problème est le suivant, c'est que pense réellement l'opinion publique américaine? Et ça, c'est un énorme point d'interrogation. On voit que la bourse est en train de diminuer. On voit qu'il y a des interrogations. Il y a comme des crispations qui se mettent en place. Et jusqu'où va-t-il aller? Parce que c'est quand même relativement inquiétant et en tout cas questionnant. On verra plus tard dans l'émission les réactions en Russie. Est-ce que ça correspond à quelque chose en Russie, Véronica Dormand, de ce que vous observez même maintenant plus à distance? Mais est-ce que vous pensez qu'en Russie, notamment dans les cercles du pouvoir, beaucoup applaudissent ça, pas seulement par intérêt, mais parce qu'ils se sentent proches?
Alors, c'est ce qu'ils affichent et en même temps, c'est un applaudissement un peu prudent parce qu'il y a effectivement il y a des signes d'un rapprochement, il y a des mains tendues par Washington depuis l'entrée au pouvoir, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. J'ai vu aujourd'hui une photo où devant l'ambassade américaine à Moscou, ils ont planté un grand signe « Nous sommes ensemble », hashtag « Nous sommes ensemble ». Est-ce que c'est trop tôt pour crier victoire encore? Parce que les Russes, contrairement à Donald Trump, ne sont pas impatients, ont le temps long pour eux, ont déjà vu passer plein d'administrateurs, Poutine en tout cas a vu passer des présidents américains, a vu appuyer sur plein de boutons de reset pour relancer les relations entre Moscou et Washington et attend de voir où ça mènera vraiment. Et lui se sent plutôt en position de force en tout cas parce que c'est lui et on le voit bien sur les négociations qui commencent déjà à traîner sur une possible trêve avec l'Ukraine qu'il se sent le maître du temps. Et il considère que c'est lui qui dirige ces opérations. Ce phénoménal culot de l'équipe Trump. Regardez cette séquence. C'était il y a quelques jours, le couple, on vient de parler de ce couple, Vance et son épouse, qui sont à un événement, je crois que c'est un concert ou une heure, et ils se font huer par la salle. Ils n'en ont rien à faire. Au contraire, il dit allez-y, huez un petit peu. Écoutez, regardez cette séquence. Louis Sarkozy. C'était à Washington, qui reste très à gauche, donc ça serait surprenant s'ils étaient acclamés. Là, vraiment, en tant que Français, on aurait des questions à se poser. Non, et aussi, il y a un côté... mais ça, c'est dans la psychologie trumpienne depuis le début, c'est le plus de résistance, le plus on fait quelque chose de bien. Un espèce de culte du martyr qui se disent que le plus ça houle, et le plus on doit être sur la bonne voie. Et bien sûr, encore une fois, je pense qu'ils s'attendent à cette réaction une fois qu'ils sont à Washington, qui reste extrêmement à gauche. Et ça fait penser à l'événement d'il y a quelques semaines quand J.D. Vance et sa famille sont allés skier, je crois que c'était au Colorado, et aussi ont été accueillis avec une foule, avec des pancartes. C'est une foule pro-ukrainienne et ils ont même dû changer d'hôtel parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans l'hôtel où ils étaient. Mais je trouve que c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a quand même des voix dissidentes aux États-Unis, que les gens osent sortir. Quand on pense à l'assaut qui est fait aux institutions de la démocratie américaine, moi je suis de plus en plus étonnée qu'il y ait moins de résistance et je trouve que ça nous donne une leçon, c'est que personne n'est à l'abri d'une montée très très vite d'un régime autoritaire, que nous sommes tous vulnérables de la même façon devant cette menace. Non, peut-être que c'est là, Madame De Beer, nous ne sommes pas d'accord. Je pense que la majorité du peuple américain reste derrière l'administration et les sondages le montrent. Et la vérité qui est très difficile pour nous, Européens, de l'accepter, c'est que Trump peut complètement sacrifier l'Ukraine demain, quelque chose qui est à l'opposé de nos intérêts et qui est très dangereux pour nous. Et je pense ne pas souffrir une grande défaite dans les sondages. Parce que justement, ce réalisme, cet isolationnisme, cette idée qu'on va faire l'Amérique d'abord, en fait, les Américains pardonnent tout une fois qu'on fait ça. Est-ce que tout le monde va se coucher à la fin devant Trump? C'est la thèse de Moscou, c'est l'inquiétude évidemment de beaucoup de soutien de l'Ukraine. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même le plan de Trump qui va s'appliquer d'une manière ou d'une autre, ce qui évidemment serait une forme d'échec pour l'Europe. Écoutez, regardez comment, en tout cas, l'OTAN se couche devant Trump. C'est Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Il était Premier ministre des Pays-Bas. Il était très grand soutien de l'Ukraine. Là, on ne peut pas dire qu'il fasse preuve de beaucoup de panache face à Trump. Il s'agit du Groenland. Quelle est votre vision de l'annexion potentielle du Groenland ? Eh bien, je pense que ça se produira et je pense juste. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi avant, mais je suis assis avec un homme qui pourrait jouer un rôle très important. Vous savez, Marc, nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Pas seulement pour la sécurité, mais pour l'international. Nous avons beaucoup de nos joueurs préférés qui naviguent autour de la côte et nous devons être prudents. Et nous allons en parler. Et c'est une question très importante, vraiment très importante. C'est un problème dans le Grand Nord, donc l'Arctique. S'agissant du Groenland et de rejoindre ou non les États-Unis, je vais rester en dehors de cette discussion parce que je ne veux pas diriger l'OTAN dans ce domaine. Mais quand il s'agit du Grand Nord et de l'Arctique, vous avez tout à fait raison. Voilà, on voit que l'OTAN déjà résiste assez mollement à Donald Trump en réalité. Mark Rutte, ce n'est pas l'OTAN. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il a un rôle, on peut dire,
qualifier ça de porte-parole en chef pour l'Alliance, mais il ne prend aucune décision, il ne parle pas vraiment au nom de l'Alliance. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il est dans le bureau ovale. Voilà. Il va pas dire ah ben non c'est n'importe quoi. Donc je trouve qu'il a répondu de la seule façon qui était possible de répondre. Par contre, si jamais les États-Unis essayent d'annexer le Groenland, là ce sera son affaire parce que l'OTAN sera dans une situation compliquée d'un pays membre de l'OTAN qui enfreint l'intégrité territoriale d'un autre membre pays de l'OTAN. Mais Mark Rutte, qui est très pro-Trump, et même avant qu'il ne devienne secrétaire général de l'OTAN, à Davos l'année dernière, il a quand même dit, et là on a compris qu'il voulait vraiment se mettre dans les bons cahiers de Trump, il a dit « Je comprends que les États-Unis soient énervés à l'idée de dépenser autant pour la défense européenne ». Donc Rutte essaye vraiment d'avoir Trump de son côté, mais il ne pouvait rien faire d'autre. Puis Rutte a compris ce que Zelensky n'avait pas compris jusqu'à il y a quelques semaines, c'est que dans le bureau ovale face à la presse américaine, on est d'accord avec tout. Après, si on a des accords dans les salles de meeting derrière ou plus tard, c'est une autre chose. Mais l'erreur fondamentale de Zelensky, c'est de penser que c'était l'endroit pour exposer un désaccord. Au contraire, il fallait faire le contraire. Il fallait flatter Trump. Il fallait lui remettre la médaille la plus importante de l'État ukrainien. Il fallait dire, vous avez changé la donne. Grâce à vous, tout a changé. Et ensuite, on fait ce qu'on veut. Mais dans le bureau ovale, c'est vraiment son moment de fierté. Et je trouve que le porte-parole de l'OTAN ici a joué sa chose aussi bien qu'il aurait pu. Surtout que c'est son patron. Trump est le patron de Rutte, parce qu'en fait, le patron de l'OTAN, c'est quand même l'État américain. Donc, quoi qu'il en soit, il est en état de subordination. Et d'ailleurs, il a eu son poste grâce à Trump, grâce à Biden. Si Biden n'avait pas mis son veto, il n'aurait pas eu le poste. Donc, bien évidemment, il est obligé de rentrer dans l'axe du chef par la force des choses. Il n'a pas tellement de marge de manœuvre. Ceci étant dit, ce qui est quand même très inquiétant pour les Danois, c'est que le message qui est envoyé est un message qui dit on va voir pourquoi c'est pas une mauvaise idée et que le Groenland, quelque part, on peut en discuter le moment venu. Donc, le message est induit est quand même vraiment, il est vraiment en faveur de la conquête du Groenland. La théorie de l'OTAN qui est un pour tous, tous pour un, c'est pas vraiment le cas. Il est censé défendre les Danois. C'est mort, puisque Trump a dit très clairement qu'il y avait d'énormes trous dans le parapluie américain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Union européenne et les Français particulièrement s'animent autour de la réanimation de leur système de défense.